Québécois, je suis assez tanné de ce débat qui est généralement identitaire. Mark Miller, là, c'est une honte pour tous les Québécois. Il y a des limites à être déloyal envers le Québec et spécifiquement envers le milieu culturel francophone. Les séparatistes n'ont pas le monopole de la loyauté sur la fierté et la loyauté québécoise. Moi non plus, je suis pas heureux de la nomination de Mark Miller. Mais c'est Mark Miller la cible. C'est pas le milieu culturel. C'est ça le Québec de Paul Saint-Pierre Plamondon. Si on pense pas comme lui, on est des traîtres à la nation. C'est tout l'esprit de l'intrusion du fédéral dans la culture, en particulier au Québec, dans l'esprit de l'assujettir avec l'argent des Québécois. Alors, beaucoup de réactions cette semaine à la nomination du nouveau ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, Mark Miller, jusqu'à ses propos controversés de Paul Saint-Pierre Plamondon sur les représentants du milieu culturel. Décidément, il s'en passe des choses. Hélène, Paul, Michel, bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Un petit mot peut-être sur cette crise au Parti libéral du Québec qui n'en finit plus. Votre réaction à l'exclusion du caucus de Sona Laroyan-Olivier. Michel, est-ce que vous y voyez plus clair? Sur le fond, non, mais je comprends que M. Rodriguez agit par mesure préventive. Écoutez, ça serait sorti cette histoire-là. Là. C'est évident que c'était simplement une question d'heure. Alors, M. Rodriguez n'aurait pas voulu qu'on apprenne ça encore une fois dans les médias, qu'une de ses députées s'était mêlée de fling-flang, pour prendre l'expression à la mode ces temps-ci. C'est quand même... C'est la première fois que ça s'est révélé au sein du Parti libéral. Alors ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour M. Rodriguez, ni pour le parti d'ailleurs. Et je remarque que c'est toujours autour de M. Rodriguez. Il y avait un adversaire qui l'a chauffé pendant la course, M. Milliard. Puis on n'entend rien de ça là, dans l'entourage ou dans la campagne de M. Milliard. Alors, ça a beau, je comprends que M. Rodriguez a voulu agir, aller au-devant des coups, mais c'est pas bon pour lui quand même. Oui. Mme Laroyan-Olivier, elle est exclue pour la durée d'une enquête de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, hein, Hélène? Oui, exact. Et ça revient à l'origine de tout ça. Ce qu'on avait entendu au tout début de la crise, c'était qu'il y avait peut-être des malversations quant à l'usage des fonds publics fournis par l'Assemblée nationale et qui ne doivent pas servir à des fins partisanes, mais qui l'auraient peut-être été. Il semblerait que dans ce cas-ci, c'est de ça dont on parle, mais après ça, une fois qu'on a dit ça, moi, je suis toujours dans le même brouillard. J'ai encore de la difficulté à relier les points les uns entre les autres. Comment cette histoire-là s'arrime ou pas au congédiement de Mme Heinz? Ça rime-t-il ou pas à ces fameux textos dont on ignore la provenance? Je suis encore perdue, mais ça, c'est un cas très, très précis et qui semble nous ramener à l'origine de tout ça. Oui, Paul, vous, est-ce que c'est plus clair pour vous? Non, mais comme Michel a dit, ça s'annonce pas promoteur pour M. Rodriguez parce que la députée militait pour que M. Rodriguez devienne chef. Ça semble de plus en plus être une différence d'opinion sur ce qui constitue des dépenses à des fins partisanes et des dépenses à des fins gouvernementales ou parlementaires. Et la question risque de devenir, est-ce qu'on a sciemment mal compris? C'est-à-dire, est-ce qu'on a détourné des fonds qui devaient servir aux fins parlementaires pour des fins partisanes? Ça semble être une question qui se pose de plus en plus souvent de plusieurs façons différentes. Oui. Bon, on va en reparler certainement de tout ça, mais ça a un peu détourné l'attention de ce qui a été le sujet du jour, c'est-à-dire Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, revenons à ses propos assez controversés, parce que, bon, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, est-ce qu'il est allé trop loin en parlant de manque de loyauté, d'aplaventrisme des dirigeants du milieu culturel? Aurait-il dû s'y prendre autrement? Hélène, je vais commencer avec vous. Oui, je pense que c'est une bourde importante de la part de M. Saint-Pierre Plamondon parce que elle met en évidence
peut-être 3 caractéristiques chez lui qui ne sont pas nécessairement flatteuses. Le fait qu'il dégage une certaine aigreur, il a cette tendance à être belliqueux. Ensuite, le fait qu'il fait preuve d'une certaine rigidité idéologique. Il a tendance à plaquer sur à peu près toutes les situations toujours la même grille d'analyse, même sur des situations un petit peu plus banales où ça prête peut-être pas. Et enfin, il semble avoir une certaine incapacité à reconnaître ses erreurs. On l'a vu, il en a remis, il n'a pas voulu se rétracter ou s'excuser là-dedans. Alors, je trouve quand même que ce sont 3 caractéristiques qui ne sont pas nécessairement à son honneur et qui ne sont pas de nature à le rendre aimable aux yeux des électeurs. Et moi, ça me fait beaucoup penser à un autre politicien que je côtoie ici à Ottawa, c'est Pierre Poilievre, le chef conservateur. Évidemment, deux hommes politiques ne défendent absolument pas le même agenda politique. Je ne veux pas dire qu'il y a une similitude idéologique, mais dans la façon de faire la politique, dans cette façon de voir tout le monde comme des ennemis potentiels dès lors qu'ils ne pensent pas comme nous. On dit souvent qu'en politique, il ne faut pas diviser, il faut additionner. Et je pense que c'est une leçon que M. Saint-Pierre Plamondon devrait apprendre. Oui. Paul, il vous fait penser à Pierre Poilievre, vous aussi? Non, honnêtement, il me fait... oui, j'avais pensé à Poilievre plus tôt aujourd'hui, mais M. Saint-Pierre Plamondon me fait penser à un autre député que je vois souvent à Ottawa. Il s'appelle Mark Miller. Je voudrais que les deux hommes puissent s'asseoir. Je pense qu'ils se reconnaîtraient de part et d'autre. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de les inviter au même party. Ça pourrait difficilement aller pire que ça ne va depuis quelques jours. Mais les deux sont un peu épidermiques par les temps qui courent. Ils ont la fâcheuse tendance de parler avant de réfléchir sur les dossiers. Dans le cas de M. Miller, j'aurais de la difficulté à y voir le porte-étendard d'une quelconque stratégie fédérale pour écraser le Québec ou le milieu culturel. Je l'ai vu à un événement sur la colline parlementaire samedi soir. J'étais assis par hasard à côté de lui. Je peux vous dire qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il redevienne ministre quelques jours plus tard. De toute évidence, il n'a pas longtemps, mûrement réfléchi comment il agirait comme ministre de la patrimoine canadienne. Et comme on a vu lors de son passage à l'immigration, il est tout à fait capable de défendre une politique et son contraire. Il a présidé sur la plus forte accélération de l'immigration fin 2023 et une des plus fortes réductions de l'immigration un an plus tard. C'est à se demander si la semaine prochaine, il deviendra souverainiste. Oui, mais... Peut-être pas. Mais ces propos sur le déclin du français ont quand même très mal passé au Québec, Michel. Hein? Et là, évidemment, tout à coup, la controverse s'est tournée sur les artistes, sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais au départ, c'est bien les propos de Mark Miller là, qui ont causé tout un esclandre. On se souvient de ce qu'a dit le premier ministre Legault là-dessus. Bien, c'est pour ça que je ne m'explique pas la déclaration de M. Saint-Pierre Plamondon. Il y avait un méchant parfait, là. Tout le monde tombait sur la tête de M. Miller. Et là, tout d'un coup, M. Saint-Pierre Plamondon dit « Non, le méchant, c'est moi, là. » Alors, sur le plan politique, je trouve que c'est une bourde monumentale. Sur le fond, bon, écoutez, M. Miller, le nouveau titre là, de M. Miller, là, c'est plus le patrimoine, il est le ministre de la Culture et de l'Identité canadienne. Alors, à sa face même, là, je peux comprendre qu'il y a une espèce de drapeau rouge là, qui est agité à la face des souverainistes. Il y a un conflit d'identité. L'identité canadienne veut remplacer l'identité québécoise, ça me semble assez clair. Mais alors, prenons-nous-en à M. Miller et au gouvernement fédéral. C'est pas aux artistes à casquer pour ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel genre de contrat on fait signer aux artistes quand on leur donne des subventions. Je ne suis pas certain qu'on leur dise, bien là, vous vous engagez à faire la promotion de l'unité canadienne. Peut-être que ça leur impose une certaine réserve, une auto-censure, si vous voulez, dans une certaine mesure. Mais
objectivement, là, les artistes, c'est les alliés objectifs de la souveraineté. C'est la meilleure expression de la différence québécoise qui nourrit le sentiment national. Alors, M. Saint-Pierre Plamondon devrait être... D'abord, il n'aurait pas dû parler des artistes du tout, point à la ligne, mais il devrait, au contraire, les flatter continuellement. Alors non, c'est une faute politique. Oui. Et vous avez raison, on peut se demander ce qu'il cherchait à faire parce que dans le milieu artistique, on a vu la réaction. Les gens étaient très heurtés par ces propos-là. Et oui, ce sont des alliés assez naturels là, du mouvement souverainiste, Hélène. Ben oui, absolument. C'était tellement gratuit comme attaque. Comme certains l'ont dit, si vous voulez vous embarquer dans cette bataille, la cible, ça devrait, si on est Paul Saint-Pierre Plamondon, être M. Miller, pas les artistes. Vous savez, j'aimerais ça revenir à la déclaration de M. Miller parce que on en parle beaucoup, mais j'aimerais qu'on se souvienne que c'est assez fréquent, en fait, qu'un anglo-montréalais ait de la difficulté à reconnaître un anglo-montréalais libéral ait de la difficulté à reconnaître le déclin du français. Rappelez-vous Emmanuela Lambropoulos qui siégeait sur le comité des langues officielles et qui avait parlé de mythe par rapport au déclin du français. Elle avait dû se rétracter. Il y avait aussi Anna Gainey en devenant députée après une élection partielle qui avait patiné là-dessus, voulait pas le reconnaître. Rachel Bendayen, qui elle aussi était ministre du patrimoine à pareille date l'année passée, exactement le même enjeu, refus ou a priori de reconnaître ce recul du français. Alors il y a un pattern là, dans tout ça. Il faut comprendre que ce qui agace profondément M. Miller, c'est le fait que pour accréditer la thèse d'un recul du français, on regarde le critère de la langue parlée à la maison, et ça, vous l'avez bien dit en début d'émission, ça diminue. Et pour lui, pour M. Miller, c'est une façon de faire une distinction entre les Québécois de souche et les autres, parce que il dit, il y a plein de Québécois qui parlent leur langue d'origine à la maison et qui sont pas nécessairement francophobes. Mais ce faisant, il écarte du débat la nature identitaire justement de la langue. Et si vous ne le parlez pas jamais à la maison, le français, il y a des bonnes chances que vous ne rêviez pas dans cette langue, que vous ne consommiez pas notamment de la culture dans cette langue, et ce qui amènerait peu à peu à son extinction. Et ça, c'est vraiment l'angle mort de M. Miller là-dessus. Oui, Paul, votre réaction à ça, parce que ça commence mal pour M. Miller, en tout cas, dans ses relations avec le Québec. C'est pas étonnant que des députés libéraux de Montréal, souvent allophones ou anglophones, nient ou ne voient pas ou ne partagent pas ce sentiment de la fragilité du fait français au Québec. Leur milieu, ce sont des gens qui parlent plusieurs langues et qui insistent à élire et réélire les députés libéraux. Donc, il semble y avoir des électeurs québécois qui sont tout à fait à l'aise avec ce point de vue-là. Mais comme votre collègue a mentionné plus tôt dans l'émission, le plus grand danger, ça vient d'Internet et la consommation de la culture en ligne qui se passe dans sa grande majorité en anglais partout dans le monde. Ça aussi, ça fait partie des responsabilités de M. Miller. On verra ce qu'il en fera avec. Mais si je peux ajouter quelque chose sur M. Miller, il se plaint qu'on parle toujours du déclin du français pour des raisons identitaires, qu'on fait de la politique avec ça. Mais écoutez, le français, c'est au cœur de l'identité. Tout le débat canadien depuis 200 ans porte sur l'identité québécoise ou canadienne-française à l'époque et sa tentative de survivre. Alors, si M. Miller ne veut pas entendre parler de ça, je pense qu'il devrait changer de métier parce que c'est la nature, c'est le débat de fond au Canada et au Québec depuis 200 ans. Oui. Mais est-ce que ça suscite pas des questions sur la nomination de M. Miller? Quel est le message que voulait envoyer Mark Carney en nommant Mark Miller dans ce poste-là, Hélène?
Moi, je suis pas certaine qu'on puisse tirer des grandes conclusions sur les nominations au cabinet de M. Carney. On l'a vu, comment il a une très grande flexibilité plutôt à nommer des gens, les enlever, les ramener, les re-enlever. Alors, ce qu'on nous dit en coulisses, c'est qu'on avait tout simplement besoin, on voulait pas être pris avec un nouveau ministre qui a encore besoin d'apprendre c'est quoi être ministre avant de commencer à s'acquitter de ses tâches spécifiques à son portfolio. Alors, on a pris quelqu'un comme ça qui avait fait ses preuves. Là, Monsieur Miller, on n'aime peut-être pas ses prises de position, mais c'est un ministre compétent. Et donc, on est allé vers quelqu'un donc qui apportait cette efficacité immédiate. Mais au-delà de ça, je commence à voir là dans les actions de remaniement ministériel de Monsieur Carney que c'est peut-être périlleux de faire des déductions parce que lui-même, on dirait, n'en a pas nécessairement. Oui. Paul? Le premier ministre Carney se fout éperdument de qui peut être dans son cabinet. J'ai jamais vu pareil en 31 ans de journalisme. Il a nommé le plus petit cabinet depuis plusieurs années lorsqu'il est devenu premier ministre avec 24 ministres. Quelques semaines plus tard, après les élections, il a nommé un des plus gros cabinets avec 39 si on compte les secrétaires d'État. Il leur a envoyé un seul lettre de mandat, les mêmes instructions pour tous ces 39 personnes qui ne faisaient très évidemment pas mention de la culture ni de la langue. Si la moitié de son cabinet claquait la porte demain, je pense que ça prendrait plusieurs jours avant que M. Carney le constate. Alors, juste un petit mot en terminant, en conclusion, Michel. Tout ça, si on revient à Paul Saint-Pierre Plamondon, ça arrive alors que le PQ trône dans les sondages. Ça peut lui nuire, ce genre de controverse, ou pas? Ben oui, certainement, ça peut lui nuire. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais ça ne l'aidera certainement pas. Et inversement, c'est un bonus là, pour ses adversaires. Écoutez, la CAQ fait des pieds et des mains pour essayer de remonter un peu dans les sondages. Les libéraux sont en pleine crise. Et là, M. Plamondon s'offre en sacrifice pratiquement. Alors, oui, je pense que ça va lui nuire. Et ce qui peut être plus dangereux à terme s'il se lance, s'il prend le pouvoir, se lance dans une campagne référendaire, c'est que là, les gens vont dire, oui, mais là est-ce que c'est une question de croix aux mœurs, cette affaire-là? Si on n'est pas d'accord ou si on hésite, là, on est déloyal, puis on fait preuve de vacuité intellectuelle. Et je trouve que M. Plamondon a une attitude qui est répulsive pour beaucoup de gens. Ceux qui hésitent encore, là, qui ne sont pas branchés, il y en a beaucoup. Intéressant.